Et c'est l'œil de l'expert jusqu'à midi. Valérie, vous la retrouverez très bientôt, bien sûr. Et nous, dans cet œil de l'expert, on va s'intéresser à une bande dessinée formidable qui s'appelle L'or d'El Wafi. C'est signé Paul Carsenac, Pierre-Roland Saint-Dizier et Christophe Girard. Et on reçoit Paul Carsenac. Bonjour Paul. Bonjour. Journaliste au Figaro. Et bon, vous êtes donc l'instigateur de cette bande dessinée qui est consacrée à un athlète français médaillé d'or au JO d'Amsterdam en 1928 et complètement oublié et qui a été réhabilité, si je puis dire les choses ainsi, par un certain Alain, et puis qui d'abord surtout sorti de l'ombre, et c'est ce que vous racontez dans cette bande dessinée, dans sa biographie, sorti de l'ombre par Alain Mimoun. Pourquoi vous avez tout d'un coup décidé de retracer l'histoire de cet athlète ? Eh bien, écoutez, moi, je faisais beaucoup de courses à pied à une époque, et puis comme j'aime bien l'histoire aussi, je me suis un peu intéressé aux grands champions, etc. Bon, aux Français surtout, bien sûr. Et c'est là que j'ai découvert ce El Wafi qui avait gagné il y a presque un siècle, et qui ce nom était totalement inconnu. Parce que des champions olympiques en athlétisme, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas des masses, oui. Non, il y en a une dizaine, 11 je crois. Enfin, ce El Wafi, finalement, c'est la même tranche que Marie-Jo Pérec, que Renaud Lavillenie. Ouais, exactement, que Guy Dru. Bon, c'est des personnes, c'est des noms quoi, qui sonnent, qui résonnent. Hein. Et El Wafi, non, pas du tout. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de fouiller plus sur son histoire. Alors justement, racontez-nous son histoire avant qu'il arrive au Jeux d'Amsterdam en 1928. C'est un enfant qui vit en Algérie. L'Algérie est française à ce moment-là. Et il y a donc la Première Guerre mondiale qui le rattrape. Voilà, donc comme beaucoup d'autres, il est appelé, il arrive, tout d'un coup, il est projeté donc son village, il est dans le Sahara, hein, c'est pas l'Algérie en plus du nord, c'est vraiment le désert. Et donc il est projeté dans le nord de la France pour vraiment, voilà, bon, on sait pas exactement, hein, parce que dans cette BD il y a une partie de fictionnelle et on a essayé de compléter les trous. Donc bon, nous on l'a mis dans cette tranchée-là, dans cette bataille de Picardie. On sait pas très exactement ce qu'il y a fait, mais bon, en tout cas il est projeté dans la Première Guerre mondiale. Voilà, il reste dans l'armée après la fin de la guerre, et puis c'est à l'armée qu'on le remarque. On remarque qu'il a des qualités d'athlète absolument exceptionnelles, donc son lieutenant va l'entraîner, etc. Alors, c'est sans doute de la fiction que vous racontez, mais en fait, il est entraîné en allant chercher le plus vite possible au milieu des tranchées. Oui, alors ça, c'est de la fiction. C'est de la fiction, mais simplement, ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il est entraîné par un gradé. Voilà, par son gradé qu'il repère à l'armée, voilà. C'est le bon endroit finalement pour repérer des qualités sportives, hein. Ouais. Et donc on le repère, on l'entraîne un peu et on l'envoie faire des courses dans différentes villes de France. Il fait des championnats de France, il fait d'autres courses. Et il fait des très bons résultats, et petit à petit, comme ça l'amène au premier JO 1924. En 1924, donc à Paris, hein, parce qu'à Paris, voilà, on cherche en cocorico un petit peu, j'ai envie de dire. Et il fait 7e, ce qui est, sans être exceptionnel, c'est quand même, aujourd'hui, on serait content d'avoir un marathonien qui fait 7e. Quand on regarde les JO, les Français, on les cherche, ils sont dans les 50e, quoi. Et encore, ça serait un bon résultat. Donc, il fait 7e. Et voilà, on repère un peu sa trace sur les années suivantes. On l'oublie un peu. Donc il est ouvrier, il bosse à Renault, à Boulogne-Billancourt. Il est manœuvre. Là aussi, on sait pas trop ce qu'il fait, mais enfin bon, on sait qu'il s'entraîne en même temps. Donc ça devait être des longues journées en plus, parce que voilà, il s'entraîne au club de Billancourt qui appartient aux usines Renault. Hein, c'est le club à l'époque, les clubs c'était vraiment des entreprises liées. Et donc, voilà, et on le revoit juste avant les JO 2028. Alors, on attendait d'autres. On attendait Ladoumègue, notamment Jules Ladoumègue. Finalement, il n'y a aucune médaille, ces JO-là, 1928 française. Donc, ce qu'on raconte dans la BD, il y a un peu la pression. Et puis, le dernier jour, il y a ce dernier marathon. Et puis, ce El Wafi qu'on avait un peu oublié, finalement, il vire en tête. Quand on rentre dans le stade, vous savez, c'est Amsterdam, on voit lui. Personne ne l'attendait. Les journalistes, vous savez, c'était pas Internet non plus, hein, à l'époque, donc ils appellent vite leur rédaction, j'imagine. C'était les télégrammes, machin. Qu'est-ce qu'on a à dire sur El Wafi? Pas grand-chose. Finalement, personne ne le connaissait trop. Personne s'était trop intéressé à lui, hein, même s'il avait fait 7e 4 ans avant.
Et donc voilà, il est champion olympique. Il est champion olympique, mais il n'y a que quelques lignes, quoi. On ne sait pas trop qui c'est. Il n'y a pas une énorme couverture médiatique, même pour l'époque, parce Bien que sûr. bon, c'était pas comme aujourd'hui, mais même pour l'époque, il n'est pas très célébré. Alors, s'ouvre pour lui une nouvelle période à ce moment-là. Il revient médaillé et il y a toute une partie de sa vie qui va se tourner vers les États-Unis. Il faut bien qu'il vive. Il est accaparé finalement par on va dire des montreurs d'ours, moi je les appelle, mais c'est plutôt des personnes qui font des tournées, des spectacles, et il va commencer à courir alors contre des animaux, dans des cirques. Ça va devenir en quelque sorte un personnage de foire. Oui, c'est ça, c'est le cirque, c'est l'époque du cirque américain, un peu comme... il y avait les femmes à barbe, vous savez, les géants, les nains, enfin c'était un peu tout ça, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui on interdit les animaux sauvages, mais à l'époque, c'était même les humains qu'on montrait en pâture. Et donc il court contre des animaux. Alors là aussi, qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est de la réalité. En fait, il n'a pas écrit de choses trop. El Wafi, il a répondu à quelques interviews, pas beaucoup. Nous, on a fait des recherches dans les journaux, donc on ne sait pas trop. Mais enfin, ce qu'on en a retenu, c'est que il avait couru dans ces cirques, il avait gagné un peu d'argent quand même, malgré tout. Là, en faisant ça, mais très vite, c'est un peu déceptif, quoi. Puis c'est vrai qu'il court contre des animaux. Quand vous avez gagné les JO, c'est pas... Ouais, c'est pas très honorable. Enfin, Non, en tous les cas, on sent qu'une forme de, on va dire, de descente aux enfers commence. Oui, ça commence là. Il revient en France et là, on lui dit, puisque tu es allé, entre guillemets, te monnayer aux États-Unis parce qu'il faut bien vivre, t'as plus le droit de courir sous les couleurs tricolores. En gros, c'est un peu ça. On lui ferme la porte de toute compétition. Exactement, oui. Et il fait aussi une mauvaise rencontre. On lui promet monts et merveilles en rachetant un café dans Paris. Et là, il se fait avoir, tout simplement. Ce qu'il a fait, hein, ça c'est vraiment arrivé. Tout ça c'est vraiment arrivé. Hein. Ouais. Pour l'aspect l'aspect, comment vous dire, sur le bannissage de l'olympisme, ça n'a pas arrivé qu'à lui, c'était assez courant à l'époque. C'est courant, Oui, c'est pas arrivé qu'à lui, c'est arrivé à Jules Ladouègue aussi notamment, et donc et même l'arnaque du café, c'est vrai, donc voilà. Alors sur les circonstances de son décès, 1961, il tombe sous les rafales de balles. Alors on est en plein conflit de la guerre d'Algérie, hein. C'est les événements d'Algérie qui sont transposés sur Paris, donc on ne sait pas très bien quelles étaient l'origine des balles qui l'ont abattu en 1961, mais toujours est-il que dans les tablettes du sport français, il sort totalement de l'oubli, et c'est donc Alain Mimoun, on a des archives là-dessus, qui va le réhabiliter lors de son propre sacre à lui. Voilà, alors c'est un peu avant sa mort, hein. Un peu avant. Donc parce qu'il est invité à l'Élysée, René Coty, qui était président, redécouvre un peu ce champion finalement. Je crois que, alors ça c'est dans la vraie histoire, il lui donne un peu de sous, ces sous il s'en sert pour revenir voir sa mère en Algérie. Mais enfin, donc voilà, il le redécouvre un peu, mais enfin bon, il est toujours chômeur. Et puis quand il meurt, finalement, il est totalement oublié. Alors moi, en plus, j'ai fait des recherches. Vous savez, sur Internet, on trouve les archives des journaux. J'ai fait des recherches pour voir ce qui avait été écrit le lendemain, enfin 2 jours après, puisqu'il y avait un peu de temps. Un peu de délai, ouais. Voilà, dans Le Monde, dans d'autres journaux, j'ai regardé un peu tous les journaux. Bon, il est vraiment pas écrit grand-chose. On se souvient que ça a été un champion olympique, mais vous savez, la France à ce moment-là, c'était la France des années 60, elle est tournée vers autre chose. Les années 20, c'est très très loin, et voilà, c'est vraiment des personnages oubliés. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire sous forme de bande dessinée? Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est votre collaboration avec Pierre-Roland Saint-Dizier. Les dessins sont de Christophe Gérard, mais la forme de la bande dessinée permet justement d'aller au cœur on va dire aussi du roman de sa vie. C'est pour lui donner vie. Ça le rend humain, sympathique. Enfin, sympathique, c'est pas le but. On raconte sa personne, mais c'est pour le donner à voir, quoi. Je trouve que c'est très visuel. Sa vie est finalement très visuelle. Et puis ça raconte l'histoire de France aussi. Ça raconte l'histoire de France. Et Christophe Gérard, vraiment, il a fait un gros boulot, parce que de décor, dans la BD, vraiment, on sent toute une ambiance de différentes époques. On sent la guerre mondiale, magnifique dessin de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. On sent l'usine dans les années 20, c'est-à-dire les années 20, c'est l'époque où la voiture se développe, on accélère les cadences dans les usines Renault parce qu'il y a de la concurrence, Citroën, etc.
On sent toute une époque, on sent le Paris aussi qui change, qui se modernise. Moi, je trouve que Paris, un peu New York, un peu les États-Unis aussi, mais quand même surtout Paris, c'est l'un des personnages aussi de cette BD qui est très très bien dessiné par Christophe Girard, je dois dire. Et pourquoi la BD ? Tout simplement parce que je suis fan de BD depuis toujours. Depuis toujours. Et puis je rêvais de faire une BD. J'espère en faire d'autres projets. D'autres athlètes oubliés. Il y en a encore beaucoup dans les tablettes du sport français. Oui, il y en a beaucoup parce que j'ai fait des recherches. Pas que du sport français d'ailleurs. Du sport français, oui, mais il y en a d'autres du sport américain. Par exemple, juste une petite anecdote, vous savez que la première femme médaillée olympique américaine était une golfeuse qui n'a jamais su de son vivant qu'elle avait été médaillée olympique. Parce qu'à l'époque, elle avait participé à un concours de golf à Paris, à l'exposition universelle, et elle savait pas que c'était les JO. Et puis c'est des historiens qui ont trouvé ça. Merci beaucoup, Paul Carsenac. Vous signez donc avec Pierre Roland Saint-Dizier, dessin de Christophe, illustration Christophe Girard, cette bande dessinée lors de El Wafi, c'est aux éditions Michel Lafon. Si vous aimez la BD, si vous aimez le sport, si vous aimez l'histoire, enfin voilà, c'est un triple objet, j'allais dire, pour vous qui êtes passionné de ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. L'incroyable histoire de l'un des plus grands athlètes français du XXe siècle oublié, lors d'El Wafi, aux éditions Michel Lafon, signé Paul Carsenac, notre invité ce matin, journaliste au Figaro. À bientôt. À bientôt, merci.